الزول في اللون مرة يراو نتا مزغا يدور الرقباين الساقي اد نسقردش أول يعني الغاز وكد الجيرة يقلان entre la Russie et l'Ukraine. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore avec vous ce soir pour débattre d'un sujet d'une grande importance qui est le gaz et la guerre en Ukraine. Avec moi, j'ai deux figures importantes qui opèrent dans le domaine du gaz, des spécialistes, et dans le domaine des transactions internationales. À ma gauche, c'est M. Mohamed Ben Haddadi. Il est professeur en génie électrique, chercheur associé du regroupement stratégique CIROD. Il a à son actif des centaines de publications, mais lui aussi à la tête de formation de milliers d'ingénieurs et de technologues. C'est tout un plaisir de l'avoir à mes côtés. Je vous présente M. Ben Haddadi. Merci, bonsoir Brahim, bonsoir Tahar. Bonsoir à ceux qui nous écoutent pour l'émission d'aujourd'hui. À ma droite, c'est M. Tahar Titouah. Il est ingénieur de formation. À son actif, invention dans le domaine de la technologie de bâtiment. Il est opérateur économique depuis des décennies et puis il a mené des négociations dans plusieurs territoires, notamment en Asie, en Amérique et en Afrique. Monsieur Tahar Titouah. الزول إبراهيم الزول رشيد الزولي وكذي غادي يسلن تزورا ونديني أزكو سام غاز إن شاء الله ذا أزكو ساعة ديوين لهنا ذا رباح تنميرتي تيكوسان كذي غانيك خمن يقف كان زال يثلو فيا كين دونيث. Le gaz, c'est un environnement dans lequel il y a des multitudes d'opérateurs, de multitudes d'acteurs, des organisations qui pivotent autour de cette source énergétique. Parmi ces intervenants, parmi ces éléments qui pivotent autour de cet environnement, nous avons l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Elle est née en 15 novembre 1974 par les pays de l'OCDE et ce suite au choc pétrolier, au premier choc pétrolier. Elle pond annuellement des rapports d'orientation sur des questions techniques. Ma question pour M. Ben Haddadi, pouvez-vous nous présenter une rétrospective sommaire sur l'étendue de ce rapport? Merci. Globalement, le contenu met en évidence que le choc actuel a été et demeure sans précédent dans l'histoire, puisque les marchés internationaux de l'énergie ont subi et continuent à subir une profonde réorientation pour s'adapter à la rupture des flux d'énergie, en particulier en provenance de la Russie en direction de l'Europe. Le premier enseignement qui a été tiré de cette guerre-là est le coût de la dépendance énergétique et la nécessité pour tous les pays d'avoir une diversification de leurs approvisionnements dans leur mix énergétique. La réaction des Européens a été de mettre davantage en exergue la sécurité énergétique avec les objectifs climatiques qui sont passés au deuxième rang, puisque la majorité de ces pays ont réactivé leurs polluantes centrales thermiques au charbon. L'AIE fait des projections, deux types de projections, le moyen terme 2030 et le très long terme 2050. Dans tous les scénarios de ce dernier rapport, on met en évidence la nécessité de booster encore davantage les investissements dans le domaine des énergies propres, donc essentiellement les énergies renouvelables, tout type d'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Et il y a deux scénarios. Il y a le scénario d'améliorer les investissements actuels en les boostant à 2000 milliards de dollars annuellement pour 2030. Et il y a l'autre scénario qui est basé sur le fait qu'en 2050, on doit avoir la neutralité carbonique.
Et là, ça requiert, ce scénario-là requiert de doubler encore les investissements dans les énergies propres en les portant à 4 000 milliards de dollars annuels à partir de 2030. On doit aussi tirer la leçon dans le sens de l'efficacité énergétique parce que c'est clair que dans tous les pays développés, il y a une certaine surconsommation. Donc, les mesures plus promptes à aller dans le sens de l'efficacité énergétique. J'ajouterai un commentaire qui est déduit un peu de ce rapport-là, et la phrase elle est vraiment de moi. Il y a un alignement des astres pour faire l'économie avec la sécurité des approvisionnements tout en boostant l'économie locale. Parce que quand vous développez les énergies renouvelables, c'est automatiquement, on pense au solaire et à l'éolien, dont sont pourvus la majorité des pays. Quand vous pensez aux efficacités énergétiques, que ce soit dans le domaine du transport, secteur résidentiel ou tertiaire, c'est dans tous les pays du monde qu'on doit instaurer ces mesures d'efficacité énergétique-là. Donc, ce sont des investissements locaux. Et le mérite, le troisième paramètre, donc j'ai parlé d'économie et sécurité des approvisionnements, le troisième, c'est le climat. Parce qu'en boostant les mesures d'efficacité énergétique et d'introduction à plus large échelle de l'énergie renouvelable, c'est sûr qu'on va aller dans le sens du scénario zéro émission à l'horizon de 2050. Donc voilà un peu sommairement le contenu de ce rapport. Sous l'effet de cette crise, il y a eu des dynamiques par l'ensemble des gouvernances, en Europe, notamment en Europe. Quels sont, dans le cadre de ces actions, quels sont les changements structurels, et lesquels seront conjoncturels? Bonne question. C'est clair que l'usage du charbon pour produire de l'électricité, normalement, ça, pour l'Europe, ça fait partie des politiques du siècle passé. L'Europe a été comme dans l'obligation de rouvrir de nouveau leurs polluantes centrales thermiques au charbon. Donc, je pense que c'est une mesure conjoncturelle pour faire face aux défis de l'heure et que ces centrales thermiques au charbon vont fermer dans les années à venir. Pour le structurel, moi je dirais plutôt les approvisionnements. Il va y avoir un changement majeur parce que je pense que l'Europe, tout comme la Russie, tous les deux ont insulté l'avenir. Je ne vois pas dans une perspective de court et de moyen terme un avenir commun entre la Russie et l'Union européenne. L'Union européenne va aller chercher son énergie ailleurs et la Russie va fournir son énergie à d'autres partenaires. Ce changement me semble plus structurel, mais je me donne quand même des ouvertures parce que si vous avez un gazoduc qui vous a coûté plusieurs milliards de dollars, la règle du bon sens économique nous dit qu'il faudrait qu'on l'exploite. Et on sait à quel point le gaz par gazoduc est nettement plus économique que le gaz transporté par méthanier, donc le gaz naturel liquéfié. Pour finir avec ce rapport de l'AIE, est-ce que vous êtes en accord avec l'intégralité de ces projections ou bien y a-t-il dans ce rapport des questions qui sont discutables? Le rapport est excellent. J'ai l'habitude depuis plusieurs décennies de lire régulièrement les rapports de cette agence-là qui produit, en plus du rapport annuel, des rapports sur certaines sources qui varient d'une année à une autre. Là où j'ai de la misère à suivre un peu les propos contenus dans ce rapport, c'est quand il projette que la Russie, sa part dans le commerce mondial de l'énergie, va passer de 20% en 2021 à 13% en 2030. Normalement, une agence qui produit ce genre d'affirmation doit documenter ces faits. Pourquoi? Il n'y a aucune trace sur quelle base c'est basé. Par contre, moi, je souhaite vous donner deux arguments qui me laissent perplexe
pour dire que je ne suis pas en accord avec cet aspect-là, c'est que quand vous regardez les marchés émergents, Tahar, vous connaissez un bout, les marchés émergents, c'est l'Asie, hein, qu'on se le dise. Donc les besoins futurs, c'est l'Asie. C'est clairement dans cet endroit-là qu'il y aura de nouveaux débouchés. Un. Et deux, le rapport, hein, vous l'avez bien dit tout à l'heure, il date du 27 octobre 2022. Et le 21 décembre 2022, donc 3 semaines plus tard, la Russie a signé avec la Chine le deuxième plus grand contrat du siècle de gaz, c'est Force Sibérie 2, pour leur livrer dans 4 ans 50 milliards de mètres cubes supplémentaires. Ils leur livrent déjà autour de 40, ce qui veut dire qu'ils vont leur livrer dans 5 ans 90 milliards de mètres cubes de gaz. C'est au moins la moitié de ce que livre actuellement la Russie à l'Europe. C'est dire à quel point le 20% qui passe à 13 me laisse perplexe. Et l'AIE devrait peut-être faire ses devoirs et donner des arguments supplémentaires pourquoi ils pensent que le marché du futur, la Russie, va réduire sa part de façon aussi importante. Pour bien comprendre l'importance du gaz dans le monde énergétique, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a un engouement mondial pour le gaz, et ce depuis de nombreuses années, et selon votre vision pour les années à venir? Le gaz, on connaît ça depuis au moins un siècle et demi. Sauf que son développement, ça pourrait vous étonner, a été freiné par le pétrole. C'est le bas prix du pétrole qui est à l'origine de la non-pénétration du gaz dans différents secteurs de l'économie. Il a fallu attendre le premier choc pétrolier, vous avez fait référence à ça tout à l'heure, 1973, puis le deuxième choc pétrolier, 1978 et 1980, donc la révolution en Iran et la guerre Iran-Irak, pour voir les prix du pétrole à chaque fois multipliés par 4 à 5. C'est ça qui a donné la vie au gaz comme source d'énergie. Elle a commencé à émerger à très grande échelle les années 80. Alors le gaz comme source d'énergie, essentiellement 2 applications. On l'utilise pour produire de l'électricité, donc c'est le concurrent direct du charbon. Et pour produire 1 kWh d'électricité, le gaz est 1,5 fois moins polluant que le charbon. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, les promoteurs de la défense de l'environnement sont d'accord que toute part du marché gagnée par le gaz sur le charbon est une contribution positive pour l'environnement. Donc première grande application, il est en concurrence avec le charbon pour la production d'électricité. Deuxième grande application du gaz, le chauffage. Il est utilisé à très grande échelle pour le chauffage. Là, il est le concurrent du mazout. Mais le mazout est presque aussi polluant que le charbon. Donc, dans les 2 cas, en termes d'impact environnemental, les parts des marchés que le gaz gagne sont, somme toute, positives pour l'environnement. Alors maintenant, le gaz, c'est qui les principaux producteurs? Le producteur numéro 1, c'est les États-Unis. 900 milliards de mètres cubes par année, essentiellement grâce au gaz de schiste. Si on revient 10 années en arrière, ils étaient à 450 milliards de mètres cubes. Ils ont multiplié par 2 leur production de gaz en une décennie. Donc les gaz de schiste en termes d'économie, c'est une réussite économique pour les États-Unis. Deuxième grand producteur, la Russie. La Russie, c'est autour de 700 milliards de mètres cubes et c'est les plus grandes réserves mondiales de gaz. 35 000 milliards de mètres cubes de réserves. Les réserves sont immenses. Troisième, l'Iran. L'Iran, on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais ils produisent plus de 250 milliards de mètres cubes qu'ils utilisent essentiellement localement parce qu'ils ne sont pas encore, on va dire, intégrés, l'Iran n'est pas encore intégré dans le marché mondial qui se dessine pour le gaz. Autre grand producteur, le Qatar. Qatar, autour de 160 milliards de mètres cubes. Le Canada. Canada, un grand producteur de gaz, 170 milliards.
On a aussi l'Australie, l'Arabie Saoudite, la Norvège, l'Algérie 9e, et puis on a aussi le Turkménistan. Le Turkménistan, ils ont d'immenses réserves. Ils vont augmenter probablement leur part du marché. Ce que nos auditeurs doivent comprendre, c'est que fondamentalement, ce qui différencie le gaz du pétrole en termes de marché international, il n'y a pas de marché mondial de gaz. Il y a un marché mondial de pétrole. Mais les marchés de gaz sont régionaux. 3 grands marchés. Le marché américain, le Canada vend 75 milliards de mètres cubes de gaz aux États-Unis qui, eux, vendent leur GNL ailleurs. Le grand marché nord-américain. Les États-Unis exportent également vers le Mexique. C'est le marché nord-américain avec les prix les plus bas au monde, autour de 3 à 3,5 $ le million de BTU. Deuxième marché, le marché européen. Le marché européen, il est aux 2 tiers gazoduc et 1 tiers GNL. Gazoduc essentiellement donc la Russie, la Norvège et l'Algérie. Et puis le GNL, le gaz naturel liquéfié, c'est essentiellement l'Australie et le Qatar. Les prix en Europe sont 2 à 3 fois plus élevés que sur le marché nord-américain. Troisième grand marché, le marché asiatique. Essentiellement du GNL. Il n'y a pas de gazoduc. Et les grands acteurs, c'est encore l'Australie, le Qatar, de plus en plus les États-Unis. Et les pays, donc c'est les pays émergents, essentiellement la Chine. La Chine produit beaucoup de gaz, 200 milliards de mètres cubes de gaz. Mais ils consomment pas loin de 400 milliards de mètres cubes de gaz. Donc la Chine n'est pas autosuffisante. L'Inde aussi est un acteur important. Donc le marché du gaz naturel liquéfié, il est dominé donc, par l'Australie, le Qatar, les États-Unis et, chose peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas, la Russie. La Russie a augmenté de 20% ses exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe en temps de guerre. On parle de la période, là, les 9 premiers mois, parce qu'on a les données pour les 9 premiers mois de 2022. Le gaz, et ça répond aussi à votre question de tout à l'heure, c'est un combustible de transition entre la situation actuelle dominée par les énergies fossiles et l'avenir qui va être de plus en plus orienté vers les énergies propres. Et on l'a dit, je le répète encore, on ne le dira jamais assez, toute part de marché gagnée par le gaz sur le mazout ou sur le charbon est somme toute positive pour l'environnement. C'est pour cela qu'il y a depuis maintenant 40 ans. Moi, je suis électricien de formation, comme vous l'avez dit, et qu'est-ce que ça permet? La production décentralisée. Les États-Unis, ils ont fermé 260 centrales thermiques au charbon. Une bonne partie, ils les ont reconverties au gaz. Les États-Unis sont le pays qui a le plus réduit sa pollution grâce au passage charbon-gaz. Trump a été élu avec la promesse qu'il allait réintroduire le charbon. 10 centrales ont fermé pendant la période de Trump parce que les forces du marché allaient vers le gaz et le charbon, définitivement, il fait partie de l'énergie du passé, alors que le gaz, c'est le présent, une partie du futur. La crise pandémique et la crise énergétique ont poussé l'économie mondiale vers la récession, qui se résume entre autres par la hausse des prix de l'énergie. Cet état de fait conduit à l'inflation et par conséquence à l'effondrement de la consommation et au ralentissement des projets de construction. Comme nous le savons, le bâtiment est le cœur de l'économie. Et quand il y a régression de l'immobilier, le monde est en crise. Autant qu'opérateur, je reviens vers vous, Monsieur Titois, autant qu'opérateur économique activant dans différents territoires, notamment en Asie, en Amérique et en Afrique, pouvez-vous nous parler de l'impact de ce déséquilibre sur l'état de vos projets de construction et les mesures que vous avez entreprises
pour pallier à cet état de crise, notamment la hausse des prix, le délai de livraison et la qualité des prestations et des produits. S'il vous plaît. تنمية إبراهيم تمن نهضر في لاوس دي بري لاوس دي بري كي تبدا ماشي الساعة ماشي قدر لا غير الأوكران تبدا بيان افون تبدا لا كريز دو كوفيد et exactement c'est après le premier déconfinement et تبدا la crise de la hausse des prix de tout, des matériaux et de tout. Et chaud parce que les usines, les industries, pendant la période de Covid, après, elles ont reçu, après le déconfinement, elles ont repris la production et de là, elles ont été débordées par les commandes parce qu'il y avait un retard pendant une bonne période à cause du Covid. Là, les usines, les industries ont recommencé à fonctionner, toute l'économie a recommencé. Là, il y avait un retard à récupérer et il y avait les besoins actuels à combler. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que personne, aucune industrie, aucun acteur n'a pu faire face à cette situation. Et de là, donc, la demande a été beaucoup plus grande que la demande est beaucoup plus grande que l'offre. Voilà. Donc, ça a créé un terrible écart de prix. Chose que beaucoup ont souffert, et notamment le domaine de la construction aussi, dont je suis acteur, surtout ici au Canada. De la crise après de l'énergie. La crise énergétique, le pétrole a augmenté de plus de 50% de prix. Donc ça a compliqué encore les choses et automatiquement, ils sont allés chercher cette différence de prix sur les produits finaux. C'est la crise du conteneur. On a souffert de la crise du conteneur. Excusez-moi, c'est quoi la crise du conteneur? La crise du conteneur, la Chine, c'est surtout la Chine qui a créé ce problème ou qui a subi ce problème. Okay? Parce qu'il y avait une grosse demande à travers le monde. Comme vous savez que la Chine, c'est elle qui fournit presque l'usine du monde. C'est l'usine du monde. Alors, elle n'arrivait plus à suivre. Il n'y avait pas de conteneurs. On attendait, avant, on recevait une commande, je fais une commande en Chine, je la recevais en, je dirais, 45 jours. On parle après de 6 mois, de 4, 5, 6 mois d'attente. Juste parce que les conteneurs ne sont pas disponibles. Okay. Et puis ils n'arrivaient pas même pas à acheminer leurs conteneurs. Il y avait une crise terrible. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nous-mêmes, on a laissé tomber, on a laissé des projets, de beaux projets, hein. On parle de millions. On les a laissés parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque de commencer des projets et attendre après des matériaux ou des produits essentiels dans le bâtiment pour finir un projet. Alors qu'il y a des engagements avec les clients, surtout dans la promotion immobilière. Parce que les gens, quand ils achètent, il achète, il vend sa maison, il vend sa maison et pour telle date. Et débrouille-toi pour le faire, pour lui trouver, livrer le chantier. Alors, on ne peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. Et on était obligé de laisser tomber des projets. Okay. Ça, c'est la troisième crise. On a aussi la crise, et la crise
la guerre en Ukraine. On a souffert de toutes ces crises-là qui sont, à ce jour, on paye. Hein. À ce jour, on paye, on paye de ces crises-là. Mais est-ce que la crise en Ukraine a paralysé les réseaux de distribution non. maritime ou autre? Non. C'est quoi la crise en Ukraine, à vrai dire, on a ses effets, la vérité. Tout est resté tel quel pour nous, du moins pour ce que... Nord-américains. Nord-américains, et chaud parce que d'abord, c'est des pays qui ont la production de gaz, ils sont producteurs, ils ont leur autonomie dans le blé, dans les différents produits agricoles. Donc, à vrai dire, on ne l'a pas subi réellement, nous. Belek, je dirais ceux qui l'ont subi un peu, c'est un peu l'Afrique, ceux qui ont l'habitude d'importer de l'Ukraine le blé ou de la Russie. Peut-être la Russie, non, mais c'est surtout l'Ukraine. Vu que les Ukrainiens auront les mêmes quantités qu'avant, nous, ils ont été arrêtés par la guerre l'exportation. Il y a un blocus. Il y a un blocus sur l'exportation pour une période jusqu'à ce que ça a débloqué maintenant. Ceux-là ont subi quand même, ont subi tout de suite les effets de la guerre. Et la guerre, c'est surtout côté énergie, comme dit Rachid. C'est vraiment, on dirait que cette guerre, c'est une guerre énergétique, si on peut dire ça. Tellement, on avait une crainte surtout le blé. C'est vrai on dit que l'Ukraine est le grenier de l'Europe, donc on s'attendait qu'il y ait une crise grave. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, la Banque mondiale, dans son dernier rapport, elle dit que 2023, il y aura la baisse des prix sur le blé, sur l'énergie, sur pratiquement tout. Sauf que en parlant de l'énergie, c'est sûr que les prix vont rester quand même assez élevés, mais moins que le 2022. Donc, on est un peu dans ce schéma. Ce qui va être touché aussi, c'est le méthane. Vu qu'ils utilisent aussi de l'énergie, je dirais c'est plus ça, c'est les pays qui utilisent qui sont avancés dans cette industrie qui vont subir un peu cette situation. L'aluminium aussi. C'est un peu ça qui est lié réellement à l'Ukraine. Sinon, le reste, non. Je dirais qu'il n'y a pas... On est moins touché qu'ailleurs. On est moins touché qu'ailleurs. Puis, aussi, les pays, ceux qui vont subir aussi, ce n'est pas dû au prix des produits, des matériaux. C'est plus à la dévaluation des monnaies. Ça veut dire les pays émergents et les pays sous-développés, je dirais, il y en a beaucoup qui ont subi une dévaluation de leur monnaie locale. Ça implique que ils auront des produits très chers alors que le prix ailleurs n'a pas changé. C'est juste à cause de la dévaluation. Donc, on est un peu dans cette perspective. Okay. Très bien, merci. Il apparaît clairement. Vous résidez au Québec ou vous comptez immigrer? Le Centre de formation Trade Union vous offre des formations en ligne, diplômantes et admissibles aux prêts et bourses en lancement d'une entreprise, vente conseil, comptabilité et vente de voyage. Trade Union, c'est pour moi une deuxième famille au Québec. Un personnel très accueillant et très professionnel. À Trade Union, j'ai trouvé la formation qu'il me faut pour réussir au Québec. En 10 ans, nous avons accueilli, formé et encadré plus de 5000 étudiants et nous sommes très fiers. Avec Trade Union, profitez de l'expérience d'une équipe professionnelle et disponible en tout temps. Trade Union de votre réussite, une meilleure façon d'avancer. Très bien, merci. Il apparaît clairement que cette guerre et cette crise favorisent certains pays alors que d'autres subissent les contre-coups et contre-coups de cette crise.
est-ce qu'on peut distinguer les perdants et les gagnants de cet état de guerre? Oui, clairement. Malheureusement, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Les perdants, il y en a beaucoup parce que moi, je considère que les deux belligérants auront beaucoup à perdre. Si je commence avec l'Ukraine, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire que, advenant cette guerre, bien avant qu'elle commence, l'Ukraine allait perdre le Donbass. Donc, pour moi, cette prévision-là n'a pas changé. Il risque même de perdre aussi deux autres provinces qui sont Kherson et Zaporozhye. Donc, rétrécissement du territoire, en plus des centaines de milliards de dollars de pertes, donc de matériaux et de vie humaine. L'Ukraine mettra beaucoup de temps pour se relever de cette guerre qui, j'espère, va finir bientôt. La Russie aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions, même s'ils ont rattaché 4 provinces ukrainiennes qui sont désormais font partie de la Fédération de Russie. La Russie a beaucoup perdu et perdra encore peut-être beaucoup à cause de cette guerre. Si on regarde le marché de l'énergie, moi, je n'ai pas de souci par rapport à son énergie. La Russie, l'énergie qu'elle ne va pas vendre à l'Europe, ils vont la vendre aux Asiatiques. Il n'y a pas de contrainte majeure, que ce ne soit pas ainsi. Moi, c'est comme ça que je la vois. Par contre, ce que moi, peut-être, je vois et qui n'est pas publicisé, c'est qu'avec cette guerre, la Russie va tomber dans les bras de la Chine, qui va lui dire bienvenue. Parce qu'une alliance entre la Russie et la Chine, il ne faut pas se faire d'illusions. Un pays avec 1800 milliards de dollars de PIB, produit intérieur brut, face à un pays 10 fois plus, 18 000 milliards de dollars pour la Chine. Donc le partenariat va être disproportionné. La même chose que l'Europe avec les États-Unis. Hein. Quand on parle d'Occident, les Européens se gargarisent beaucoup, mais en fait l'Occident se réduit aux États-Unis. L'Union européenne, c'est une filiale des États-Unis si on regarde un peu l'issue de cette guerre. Et l'Union européenne, je pense, est aussi un très très grand perdant de cette guerre. Et ça aussi, j'ai eu l'occasion de le dire, il y a une certaine lâcheté du couple franco-allemand qui n'ont pas été en mesure d'implémenter les accords de Minsk ou du moins d'inciter l'Ukraine à les implémenter. C'est ça la raison fondamentale de cette guerre-là. Et ce faisant, en n'encourageant pas la promotion des accords de Minsk, l'Europe a scié la branche sur laquelle elle était assise. Là, on parle d'économie. On disait les Européens, gazoduc russe, ils le payaient 3 à 5 fois moins cher en temps normal. Hein, je ne parle pas de temps de guerre par rapport au gazoduc. Là, maintenant, avec les prix qui ont explosé, ben, les Européens ne seront pas compétitifs. Et puis, ils fonctionnent en ronde dispersée de plus en plus. Hein. Juste au début de la guerre, l'Allemagne a passé une commande de 100 milliards de dollars de matériel militaire pour rénover ses équipements. 100 milliards, 100% pour les entreprises des États-Unis. Même les avions, ils ont refusé les Rafales français. 2 semaines en arrière, pas l'Ukraine, mais la Pologne, son voisin, ils ont décidé finalement de se lancer dans l'énergie nucléaire. Donc, une centrale avec 3 réacteurs, 40 milliards de dollars. Commande chez Westinghouse, les États-Unis. Donc, les États-Unis, ben, vous aurez déduit, c'est le grand gagnant de cette guerre-là. Ils ont des marchés, les marchés pour leurs armes, des marchés pour leurs centrales thermiques et des marchés pour leur gaz naturel liquéfié à leur prix à eux. Et l'Europe, je disais, qui est le grand perdant dans l'affaire, ben, leur industrie va être moins compétitive. Hein. Si l'énergie est un intrant avec un paramètre important dans votre entreprise, ben, vous allez avoir un produit moins compétitif. Et à l'inverse des Chinois, parce qu'il y a 2 gagnants, les États-Unis et la Chine. La Chine va accéder à de l'énergie moins chère. Donc, ils vont être encore plus compétitifs
que le restant du monde. En plus d'avoir la Russie à leur côté en tout temps, les Russes maintenant n'ont plus le choix que de se mettre du côté des Chinois. J'ajouterai, ça c'est mon dernier paramètre là, que je voulais mettre en évidence. Je pense que la planète tout entière a gagné et a perdu en même temps. Elle a perdu la planète parce que c'est clair que quand il y a une guerre, ça a des conséquences terribles pour une bonne partie de la population. Mais elle a gagné parce qu'on s'est rendu compte que la sécurité énergétique, on peut la promouvoir en intégrant le facteur changement climatique, en boostant, comme je l'ai dit tout à l'heure, davantage les énergies propres et renouvelables, donc l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Donc c'est sûr que le scénario zéro émission en 2050, peut-être qu'à quelque chose malheur est bon, cette guerre peut être, hein, je n'ai pas dit qu'elle l'est, mais elle peut être de nature à le booster. D'après votre vision, la politique européenne de l'Amérique n'a jamais changé. Partons de l'euro-dollar, de toutes les relations de partenariat en matière de stratégie, en matière d'enjeux. C'est toujours l'Amérique qui gagne quand il y a une crise en Europe. J'ai écrit un ou deux articles et j'ai fait plusieurs posts Facebook pour dire que l'Europe, elle a vraiment perdu une occasion exceptionnelle de s'affirmer comme futur pôle, comme future puissance. Je ne vois plus l'Europe comme étant une puissance dans les années à venir. Ils sont sous la domination de plus en plus évidente des États-Unis. Et j'assume la phrase que j'ai dit, c'est parce que le couple franco-allemand qui est la locomotive, il se fait dicter la politique européenne par des États comme les 3 États baltes et la Pologne. C'est eux qui imprègnent la direction de la politique européenne. Et moi, je suis bien placé pour savoir que ces États-là, que je viens de citer, ce sont des États revanchards. Je connais l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Je connais aussi la Pologne. Ils en veulent encore au jour d'aujourd'hui aux Russes. Ils ont encore des comptes à régler. Et ils profitent de l'occasion pour affirmer la nouvelle politique de l'Europe qui est dans la même direction que celle qu'ils veulent imprégner. Ce n'est pas forcément dans la bonne direction parce que, encore une fois, j'utilise la même phrase que tout à l'heure. L'avenir, on ne doit jamais l'insulter. Et là, je crois que l'avenir commun entre la Russie et l'Europe est insulté. Dans une perspective de moyen terme, je ne vois pas une amélioration, même si, je l'ai dit encore, si vous avez un gazoduc, la règle du bon sens économique veut que vous l'exploitez parce que c'est gagnant-gagnant. Mais ça prendra du temps pour recoudre un peu les plaies de cette guerre-là. Les fissures. Oui, monsieur Tita, vous voulez rajouter quelque chose? توالي غير النظام وزاره ما غلطانه لا ساشوت الحق وتوالي مرة بلي لا روسي elle va devenir plus forte après cette guerre اودي واش تخمم هكا d'abord elle va s'orienter, elle va oublier l'Europe parce que ça y est, le divorce est consommé, c'est bon. La Russie de l'Europe oublie, il n'y a plus d'affaires Guegueressen. Donc, automatiquement, la Russie, moi, je la vois très bien, d'abord s'accaparer une bonne partie du marché chinois et indien aussi. Asiatique en général. Des partenaires historiques. Non, des partenaires historiques, parce que c'est le point essentiel. Je trouve que parce que les partenaires historiques de la Russie sont toujours là au moment de crise entre eux. Même la Russie ne laisse pas tomber ses partenaires. C'est ça la force de la Russie. Et je dirais que la Russie est obligée de mettre toute son énergie, tous ses efforts en direction de l'Asie. Ouais. Et en direction de l'Asie, s'ils arrivent à avoir l'Asie, ça y est, l'Europe est finie. L'Europe et aussi l'ordre mondial qui va s'accélérer. Parce qu'on l'attendait depuis toujours d'abord,
il y aura maintenant, il y a des forces qui commencent à s'affirmer, donc il y aura un équilibre, notre équilibre qui va s'installer, et je pense même qu'il y aura un déséquilibre, un déséquilibre parce qu'ils vont faire un bon mariage, l'Asie et la Russie. Ils voient le danger des États-Unis. Parce que le problème des États-Unis, regardons la situation quand la guerre a commencé. La première chose qu'ils ont été faire, c'est d'arrêter le SWIFT, les échanges. Ça veut dire que la Chine, elle voit ce danger. Parce que le SWIFT, elle a arrêté tous les échanges entre la Russie et les autres pays. Donc, elle a le contrôle toujours de la monnaie. Elle a le contrôle des échanges. Et ça fait peur à la Chine, ça fait peur à tous les autres pays qui ont certaines puissances. Donc, c'est quelque chose qu'ils doivent absolument changer. Et aujourd'hui, je pense que cette guerre, après l'après-guerre, moi, je pense que la Russie et les autres vont sortir très gagnants de cette opération. On vient d'évoquer la Chine, la puissance émergente. Je reviens vers vous, M. Belhaddadi. Pouvez-vous nous faire une rétrospective sur les relations sino-russes dans le domaine de l'énergie? Moi, à la base, je suis ingénieur, mais j'ai raté ma vocation, je voulais être économiste. J'ai toujours été obnubilé par les chiffres et comme ingénieur, je regarde les chiffres, puis j'essaye de me faire ma propre opinion parce que les chiffres ne montent pas. Et les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent pour la Chine? La Chine, c'est 18% de la population mondiale, mais c'est 27% de l'énergie. La Chine, elle produit 4 millions de barils par jour de pétrole, mais elle consomme 16. Et tout à l'heure, j'ai dit, elle produit 210 milliards de mètres cubes de gaz, mais elle consomme 380. Même le charbon, la Chine produit 51% du charbon mondial, mais il consomme 54%. Donc même le charbon, il l'importe. La Chine est de loin le premier producteur mondial d'électricité, c'est mon domaine, toutes formes confondues, éolien, solaire, hydroélectrique, sauf le nucléaire. Nucléaire, ils sont deuxièmes. Juste pour l'anecdote, il y a plus de centrales nucléaires en France qu'en Chine, de plus, mais il y a plus d'électricité générée dans les centrales nucléaires chinoises que françaises. En France, en ce moment, ils ont 14 centrales qui sont fermées, mais ce n'est pas à cause de ça. Donc tout ça pour vous dire que si on regarde maintenant les perspectives énergétiques entre la Russie et la Chine, les chiffres ne montent pas. La Russie n'aura pas de problème avec son pétrole, 1 million, peut-être 1,5 million de barils par jour qu'ils exportent vers l'Europe. Ils vont le rediriger, la Chine, l'Inde et même le Pakistan se sont déjà manifestés. Le gaz, c'est la course mondiale vers le gaz et il y a plus d'acheteurs encore que de vendeurs. Il y a déjà, je sais qu'il y a des projets en ce moment, de nouveaux projets entre la Chine et la Russie. Le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, Force Sibérie 2, qui a été lancé le 21 décembre 2022, les négociations ont duré 10 ans. Le premier projet, Force Sibérie 1, les négociations ont duré 10 ans parce que quand vous négociez pour le gaz par gazoduc, c'est des contrats de long terme. Généralement, c'est 25 ans et plus. Donc, c'est important que chacun des deux se ménage de la réserve pour ne pas être pris au dépourvu, que ce soit vers la hausse ou vers la basse. Donc, chacun essaie de se protéger. Et je sais que la Chine va avoir aussi besoin de plus de quantité de gaz. Tout à l'heure, ce n'est pas innocent que je vous ai dit, il y a pas loin de 270 centrales thermiques au charbon qui ont fermé aux États-Unis et une bonne partie remplacée par le gaz. La Chine va aller vers ça parce que les centrales thermiques au charbon dont la durée de vie va atteindre 50, 60 ans, ils vont la fermer. Donc, ils vont les remplacer par des centrales au gaz. La Chine, c'est le pays qui va le plus augmenter ses besoins en énergie dans les années à venir. Donc, clairement, il y a une complémentarité et les chiffres, ils ont quand même ce mérite de ne pas mentir. Hein. Si vous produisez 4 milliards et que vous avez besoin de 4 millions
de barils de pétrole, vous avez besoin de ça, donc il y a 12 à aller chercher. Et c'est sûr que plus vous vous rapprochez du voisin, et plus vous allez le sécuriser. Parce qu'il y a un autre volet peut-être dont on ne parle pas, c'est qu'actuellement, les approvisionnements de la Chine en énergie, pour 70%, ils passent par le détroit de Malacca. Ce détroit, c'est là où se trouve la 6e ou la 7e flotte US, et les officiels US ont dit en cas de problème entre Taïwan et la Chine, les États-Unis, premier réflexe, ils vont fermer ce détroit. Donc ils vont asphyxier la Chine. Par contre, la Russie va probablement leur offrir le meilleur chemin terrestre, transport, pour leur acheminer, on parle d'énergie, donc leurs besoins énergétiques. Il y a clairement une alliance qui se fait naturellement. Mais moi, je persiste à croire que cette alliance-là, elle est plus forcée que voulue. Ça répond aussi à la question de tout à l'heure. Le rapprochement sino-russe, il a été accéléré par l'Occident. C'est un rapprochement, somme toute naturel, mais qui allait prendre beaucoup plus de temps et moins d'ampleur. Là, il va prendre moins de temps et plus d'ampleur. Et les deux vont gagner au change. La Russie a ce qui manque à la Chine, et la Chine, elle a ce qui manque à la Russie. C'est un grand vendeur d'armes. Hein. C'est le deuxième client de la Russie dans les armes, c'est la Chine. Le premier étant l'Inde, hein, probablement. Donc pour le monde, là aussi, je me fais un peu des soucis parce que je suis comme chacun d'entre vous, un peu rêveur. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, ça veut dire un monde multipolaire. Et là, ce qui se dessine à mes yeux, c'est qu'on va retourner dans un nouveau monde bipolaire. L'ancien monde bipolaire, c'est l'Est contre l'Ouest, c'est le communisme contre l'économie du marché. Là, ce n'est plus ça, parce que l'économie du marché a montré qu'il n'y a pas d'autre façon de faire l'économie. Mais on va avoir des blocs, deux blocs, essentiellement deux blocs. Le bloc occidental, conduit par les États-Unis, qui est quand même hégémonique au sein du bloc occidental. Aucun pays européen ou asiatique, je fais référence à la Corée ou au Japon, n'ont leur mot à dire dans la politique des États-Unis. Si les Américains ferment le détroit ou attaquent Pékin, les autres, ils vont être partie prenante. Les Européens aussi n'ont pas leur mot à dire. Et je pense aussi que l'alliance sino-russe est quelque peu aussi disproportionnée. J'ai fait référence tout à l'heure aux économies qui ne se comparent pas. Si votre voisin est 10 fois plus puissant que vous avez très peu de chances que ce soit vous qui dictiez l'agenda. Hein. Donc ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais des fois, on se dit, je souhaite que je me sois trompé, mais je pense qu'on va vers un monde plus bipolaire que multipolaire, et ce serait dommage parce que l'Europe va être absente pendant très très longtemps, parce que l'Europe, c'est juste un mot creux. J'ai écrit un article, ce serait bien que les gens le consultent, il s'appelle « L'Europe sautanise ». Hein. J'ai mis en évidence qu'à cause de ce qu'on appelle un couple qui n'est pas un couple, le couple franco-allemand, qui n'ont pas eu le courage, l'audace d'aller dans l'implémentation des accords de Minsk, l'Europe va se retrouver dans les bras des États-Unis. On ne peut pas dire dans les griffes. Dans les griffes, ou c'est juste une succursale des États-Unis, pas plus que ça. Dans un contexte géopolitique international en remaniement, cette crise historique et inédite impose de nouvelles relations de partenariat à caractère stratégique. Pouvez-vous nous orienter sur cette nouvelle géométrie politique? صحيح Ibrahim. Les affinités, les pays qui ont des affinités avec la Russie, on a tous remarqué qu'ils ont gardé un peu le silence. Ils ont essayé d'être le plus neutre possible, parce qu'ils ne peuvent pas, de ce que j'ai vu, ils ne peuvent pas cautionner une guerre que la Russie a décidée unilatéralement, sans les consulter. En plus, c'est une guerre, donc c'est très mal vu de cautionner ça.
أما درنا نهضر في لاشين، أما درنا نهضر في الهند، أما درنا نهضر في beaucoup de pays qui ont vraiment des liens historiques. أما الجزائر، on peut parler aussi de l'Algérie, elle est dans la même situation qu'eux. Donc, elles ont gardé un peu la neutralité et pour protéger aussi leurs intérêts vis-à-vis de l'Europe. Parce que la réalité de cette guerre, c'est que elle commence à changer la donne de pas mal de pays. Par exemple, il y a quand même un marché intéressant d'énergie, de gaz à développer dans ce sens-là. L'Inde, c'est la même chose. L'Europe quand même est un partenaire intéressant pour elle. La Chine, si elle prend la position avec la Russie, c'est la plus grande. Elle est la plus gagnante maintenant, presque la plus gagnante, mais elle le sera la plus perdante parce que son économie s'est basée sur l'exportation. Donc, elle ne peut pas se perdre ce genre de marché. Donc, c'est un peu ça qui arrive. Je veux aussi que l'Arabie saoudite a pris position on peut dire qu'elle est salutaire dans le contexte actuel parce qu'elle n'a pas accepté que l'OPEP augmente sa production. Du point de vue, je dirais, géopolitique, c'est quelque chose de très intéressant pour les pays de l'OPEP et qu'on voit que l'Arabie saoudite commence à prendre un peu à gagner du terrain pour avoir plus de liberté. Donc c'est un peu ça. Et on parle aussi de l'Iran qui sort de son mutisme un peu pour reprendre des relations internationales avec la Russie et tout ça. Donc il y a un bouillonnement d'un peu partout, tout le monde est touché, tout le monde est concerné. L'Algérie, qui est l'oublié de tous les pays, ils reçoivent des visites chaque semaine, plusieurs en une semaine. Je dirais que ce n'est pas pour rien. Des visites intéressées. J'aimerais ajouter une phrase par rapport à la Chine. On doit avoir à l'esprit que s'il y a un pays qui a plus que n'importe quel autre profité de la mondialisation, c'est la Chine. La Chine est partie de nulle part. La Chine des années 60-70, c'est un pays sous-développé à l'extrême. Donc, grâce au transfert de technologie, la Chine est devenue maintenant ce qu'elle est. Et maintenant, à la rigueur, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ce transfert de technologie puisqu'ils maîtrisent l'essentiel de cette technologie-là. Et j'aimerais aussi peut-être ajouter une phrase. Moi, je suis un féru de l'histoire. Je m'intéresse à l'histoire de pays, l'histoire de régions géographiques. Et j'ai appris une chose, du moins l'histoire m'a appris une chose, c'est que la guerre est le temps propice pour nouer de nouvelles alliances. Ça a toujours été comme ça. C'est le terme exact. Et cette guerre n'est pas encore finie et on voit déjà de nouvelles alliances se dessiner. Je ne sais pas à quel point elles vont fructuer, ces alliances-là, mais clairement, la guerre est un moment propice où il y a des changements importants qui se produisent dans le domaine de la géostratégie. Je reviens un pas en arrière pour parler des explosions dans le gazoduc Nord Stream 1 et 2 au niveau de la mer Baltique. Quelle lecture peut-on faire de ces explosions? Est-ce que les livraisons de gaz ont pour autant cessé totalement? Ouais, bonne question. Cette explosion, elle a eu lieu autour de fin septembre de 2022, donc on va dire trois mois en arrière. Et tout de suite, après, si vous regardez les chaînes canadiennes, les chaînes françaises, pour nous autres francophones essentiellement,
on a pointé du doigt la Russie. Et j'ai produit un article, j'ai produit aussi sur ma page Facebook mon opinion par rapport à ça pour dire que, en règle générale, quand ce genre d'attentat ou d'acte terroriste, c'est un acte terroriste, se produit, on devrait se poser la question à qui profite le crime. Les inspecteurs, c'est en partant de cette base qu'ils arrivent à trouver c'est qui a commis le crime. Et moi, je suis tout à fait en désaccord avec ceux qui pensent que les Russes se sont tirés dans les pieds en faisant cet attentat-là, parce que je les vois mal, les Russes, eux-mêmes faire cet attentat-là, parce que c'est contre-productif. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Et je peux vous donner la preuve que ça ne peut pas être la Russie logiquement, c'est qu'on se parle en ce moment, les deux gazoducs ne sont pas fonctionnels, mais le gazoduc qu'on appelle Droujba, Droujba c'est amitié en langue russe, le gazoduc Droujba qui passe par l'Ukraine, il pompe du gaz aujourd'hui même à plein régime. La Russie touche en roubles, là on ne nous le dit pas, mais en roubles, la Russie est payée en roubles, pas en monnaie autre, parce qu'ils exigent ça. Et l'Ukraine touche les royalties. Pour l'Europe, ils les exportent pour l'Europe. Ils exportent une partie, c'est surtout les pays de l'Europe de l'Est, mais je pense qu'il arrive 7 ou 8 pays qui sont desservis par ce projet-là. C'est un vieux projet, lui, il date des années 70 ou fin des années 60, début des années 70. C'est bien de mentionner que c'est payé par le rouble. C'est très bien de mentionner ça, parce qu'il a tout son sens. En ce moment, oui, dans la guerre actuelle. Il a tout son sens. Oui. Dans la guerre actuelle, oui, énormément. J'ai lu récemment un compte-rendu fait par les deux pays scandinaves, Suède et Danemark, parce que c'est pas loin de chez eux que ça s'est produit. J'étais en Scandinavie il n'y a pas très très longtemps, j'étais justement en Suède et au Danemark. Et ils ont produit un rapport pour dire finalement c'est un sabotage délibéré. C'est clair que ça ne nous renseigne pas encore sur ça, mais même moi j'aime ça me commettre parce que je suis là pour ça, pour partager mes idées. Et je pense que si ces deux pays qui mènent l'enquête arrivent à établir que c'est la Russie qui a fait ça, ils vont donner la preuve. Mais s'ils arrivent à établir que ce n'est pas la Russie, c'est un pays occidental, on ne le saura pas, du moins pas avant la fin de la guerre. Ça, je doute qu'ils nous donnent l'heure juste à ce propos. Les Russes accusent les Anglais, sans fournir aucune preuve. Mais vous voyez en ce moment un article que j'ai demandé à la régie d'inclure. C'est le Washington Post récemment, 2 semaines en arrière, 21 décembre, qui nous dit que finalement, il n'y a pas d'évidence que c'est la Russie qui a commis ça. Alors toutes les radios, toutes les télévisions nous disaient que c'était les Russes. C'est quand même assez extraordinaire. Mais ça, on le savait à l'avance. Mais c'est sûr que les politiciens et les experts de plateau qui ont accusé la Russie perdent tout crédit parce qu'il faut qu'ils produisent un minimum de preuves ou du moins de cohérence dans le raisonnement. Alors, ça va être mon dernier argument par rapport à ce gazoduc-là. Je viens de vous dire que j'étais en Scandinavie il n'y a pas longtemps et j'ai fait escale, juste pour changer l'avion, à Oslo, Norvège. Et moi, la Norvège, c'est un pays qui m'a toujours fasciné pour des raisons énergétiques. La Norvège, ils ont beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole, mais ils sont 100% électriques. Ils sont comme le Québec. Nous, ils produisent 140 TWh. Nous, au Québec, à peu près 240 TWh par année. Et leur chauffage est 100% électrique. Et ils n'utilisent pas le gaz pour produire de l'électricité, mais ils vendent ce gaz pour d'autres produisent de l'électricité. Donc, il a une situation énergétique très, très proche du Québec. Et on va dire 2 décennies en arrière, j'ai produit un article justement pour montrer cette analogie-là avec la Norvège. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que si moi j'étais norvégien, ce que je ne suis pas,
Ben, je serais très intéressé à connaître les résultats de cette enquête-là pour la raison suivante. La Norvège, elle a 9000 km de gazoduc qui la relie à l'Europe. Donc, la Norvège doit avoir de l'intérêt à savoir c'est qui cette organisation terroriste, soutenue probablement par un État, je ne qualifierais pas terroriste, qui a fait ça parce que ça veut dire que les 9000 km de gazoduc, Paralysé. ils ne sont pas à l'abri. Hein. Si c'est les Russes, ils vont recommencer. Si ce n'est pas les Russes, il faut nous dire c'est qui. En plus d'incriminer les Russes, l'Occident incrimine la Russie de vouloir affamer le monde. Quelle est la part de vérité dans ces affirmations? C'est une question qui porte sur les céréales. C'est ça, particulièrement. Moi, mon domaine d'expertise, c'est l'énergie. Alors, quand on me pose des questions sur un domaine d'expertise annexe, qu'est-ce que je fais? Ben, ce que vous faites habituellement. Je me documente et c'est impératif d'avoir toujours des sources différentes et de faire sa propre synthèse. Parce que c'est important que les gens, que vous leur livrez des idées qui soient cohérentes. Moi, j'ai un raisonnement global. Si je prends le blé, comme tout produit ou toute commodité, il a un prix coûtant, ça a coûté tant, et il a un prix sur le marché international, dans le cas présent, qui va être conditionné essentiellement par la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande. Il est à 425 $ la tonne métrique. Ouais. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai fouiné, c'est qui les plus grands producteurs mondiaux de blé? Premier, la Chine, 136 millions de tonnes. Deuxième, l'Inde, 110 millions de tonnes. Troisième, la Russie, 86. Après, c'est les États-Unis, 50. Le Canada, la France. L'Ukraine est huitième, avec 25 millions de tonnes. Ça, c'est les pays producteurs. Et c'est qui les pays exportateurs? Là, vous pouvez le deviner, la Chine et l'Inde sont absents sur le marché parce que leur blé, ils ne sont même pas autosuffisants. Dans le cas de la Chine, ils importent beaucoup de Russie et d'Ukraine aussi. Et du Canada parce que c'est 1,450 milliard d'habitants. J'ai regardé cette semaine. L'Inde, c'est 1,4 milliard. L'Inde, je pense qu'ils sont autosuffisants. Donc, il y a une absence de l'Inde et de la Chine sur le marché mondial du blé. Alors, il est dominé par qui? Là, encore une fois, les chiffres qui ne montent pas. La Russie, 20%. L'Ukraine, un peu moins de 9%. Et la Russie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué le port d'Odessa. Donc, ils ont empêché à ce que, on va dire, autour de 10% du blé va manquer. Mais la Russie a réduit ses exportations. Et la raison principale, c'est que ces navires n'étaient plus assurés par la LIOT. Donc, ils avaient de la difficulté à exporter leur blé. Donc, moi, je pense que je mesure mes mots en vous disant que les experts qui viennent sur les plateaux nous dire que la Russie affamine le monde, surtout le monde en voie de développement, c'est des larmes de crocodile et ils veulent se faire du crédit sur le dos des pays en voie de développement. Clairement, la guerre a un impact. Le manque du blé chinois sur du blé ukrainien sur le marché, il a un impact. Et le manque du blé russe, il a également un impact, ce qui explique les prix qui ont explosé. Mais je ne suis pas en harmonie avec les propos de ceux qui disent que les Russes affaminent le monde en voie de développement. C'est clairement non, même si ce n'est pas mon domaine d'expertise, les chiffres, encore une fois, ne peuvent pas mentir. Moi, j'ajouterais peut-être que même l'Ukraine, bon, c'est une expression qui existe, que l'Ukraine est le grenier de l'Europe. Oui, je suis d'accord avec cette expression. Oui, effectivement, c'est le grenier de l'Europe. Pas de l'Afrique, mais de l'Europe. Donc, c'est plus les pays européens qui vont souffrir de ça que les pays sous-développés ou les pays africains, comme on dit. Petite anecdote, hein, je ne sais pas à quel point c'est vérifiable,
Mais il y a quelqu'un qui a été en mesure de documenter le fait que la majorité des navires qui ont quitté le port d'Odessa ont amarré en Europe. Quelqu'un m'a dit, ben oui, parce qu'il faut qu'ils les déchargent pour qu'ils les mettent sur des bateaux qui vont aller très loin, y compris en Afrique. Je ne sais pas, c'est tiré par les cheveux comme explication. Il suffit que les bâtonniers qui vont loin, qu'ils aillent au port, charger ça et partir. Pourquoi le contraire? L'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, arrive à réguler les prix à son avantage malgré les injections de l'Occident. Quelle lecture peut-on faire de ce comportement notamment inhabituel de l'Arabie saoudite qui refuse d'augmenter sa production de pétrole afin d'éviter une chute des cours de cette source énergétique? Alors, l'OPEP, donc c'est une organisation intergouvernementale qui est là depuis les débuts des années 60, je pense même que c'est 1960 qui a été créée. Elle est là pour réguler les marchés de l'énergie pour que, supposément, quand ça augmente beaucoup, ils mettent plus de quantité sur le marché et quand c'est baisse, ils rétrécissent pour pouvoir avoir un prix qui arrange les 13 membres actuels de cette organisation-là. Là, maintenant, si on établit le lien avec la guerre actuelle, c'est que dès que les tambours ont retenti de son de guerre, les prix ont explosé, les prix du pétrole surtout ont explosé, le gaz aussi, dépassant amplement les $100 sur une longue durée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'automne, mais en fait, il y a un paramètre, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'économie mondiale ne tourne pas à plein régime, donc la demande n'est pas très élevée. Ce qui fait qu'à l'automne, il y avait peut-être sur le marché un excès de pétrole qui ont occasionné une baisse assez importante des prix. Alors, l'OPEP+, je vais vous expliquer c'est quoi l'OPEP+, en 2 phrases. L'OPEP+, ils se sont réunis pour réduire de 2 millions de barils par jour leur production, ce qui a instantanément boosté les prix vers la hausse. Alors, c'est quoi d'abord l'OPEP+? Alors, on a l'OPEP, 13 pays connus, et on a l'OPEP+, ce sont 10 pays emmenés par la Russie. Il y a le Mexique hein, à l'intérieur, il y a les 2 républiques qui sont à côté de la Russie, qui sont l'Azerbaïdjan et, je pense, le Kazakhstan. Une dizaine de pays, mais emmenés par la Russie. Pourquoi la Russie? Parce que l'Arabie saoudite, elle produit maximum 12 millions de barils par jour et la Russie 11. Donc, ce sont les 2 grands pays quand ils s'entendent, parce que quand ils veulent augmenter, c'est essentiellement eux qui augmentent. Et quand ils veulent baisser, ce sont ces pays-là qui prennent une part plus importante du fardeau. Donc la Russie, ils se sont réunis officiellement, hein, OPEP+, à Vienne, pour décider de baisser les prix. Et les cours ont remonté. Alors, ce qui s'est passé quand même, et qui est quand même assez intéressant à relater, c'est que quand les prix ont augmenté de nouveau, le président américain s'est déplacé, il ne s'est pas contenté d'appeler l'Arabie saoudite, s'est déplacé jusqu'en Arabie saoudite pour leur demander d'augmenter la production et pour que les cours baissent. Et l'Arabie saoudite, ils ont refusé, gentiment, on va dire. Et j'aimerais ça peut-être vous donner ma perception, ma vision des relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Je pense que la relation entre les 2 pays est une relation très asymétrique, très disproportionnée et qui a beaucoup changé ces 2 dernières années parce qu'elle était basée sur des intérêts communs. Parce que l'Arabie saoudite avait besoin des États-Unis et les États-Unis avaient besoin de l'Arabie saoudite. Or, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis depuis, on va dire, au moins 10 ans? Tout à l'heure, j'ai fait allusion à ça. Aujourd'hui, les États-Unis produisent pas loin de 17 millions de barils de pétrole par jour. Et le Canada leur livre 3 millions. Ils sont à 20 millions et ils n'ont même pas besoin de 20 millions. Donc, ils n'ont pas besoin de l'Arabie saoudite comme producteur de pétrole parce que l'Arabie saoudite exportait chez eux de grandes quantités. Et donc, c'est comme dans un couple où la relation, l'un est intéressé et l'autre est désintéressé.
Alors, qu'est-ce qui arrive dans un couple où la relation est de ce genre? Peut-être qu'il va finir par se séparer s'ils sont intelligents. Sinon, ils vont vivre de façon assez acrimonieuse, ce qui n'est pas recommandé. Et je pense que le refus de l'Arabie saoudite de plier devant les exigences américaines découle possiblement, je ne connais pas l'Arabie saoudite, je n'ai jamais été, d'une nouvelle vision de l'Arabie saoudite, de leur nouveau prince, appelé MBS, qui veut possiblement, si on regarde ses actions, placer son pays sur une nouvelle orbite, une orbite qui va dans le sens de l'économie du marché, dans la modernité. Et il a créé une initiative, je ne me rappelle plus du nom de l'initiative, oui, Vision 2030. Alors, Vision 2030, ce sont d'immenses investissements, ils ont beaucoup de ressources pour ça, pour non seulement développer l'Arabie saoudite, mais pour en faire une destination touristique. Ils vont mettre les moyens qui vont derrière. Ils se proposent d'être parmi les plus importants, pour ne pas dire le plus important acteur énergétique dans le domaine de la production d'électricité solaire. Ils ont les moyens de leur politique. Et mois de décembre, ils ont reçu en grande pompe le président chinois. Tout à l'heure, je vous ai dit, la Chine, 16 millions de barils par jour le besoin, ils produisent 4. L'Arabie saoudite est là pour. Il y a une complémentarité évidente. La Chine peut leur offrir des débouchés très très intéressants pour leur économie et leur amener de la technologie. De plus, les Chinois sont en train de s'implémenter. Elle peut remplacer les États-Unis. Elle peut remplacer. Avant, elle ne pouvait pas, mais maintenant, elle peut à des prix très intéressants. Et je ne sais pas à quel point l'affaire Khashoggi, parce qu'on ne peut pas ne pas l'évoquer, ce meurtre insensé, y est pour quelque chose, mais clairement, on voit que l'Arabie saoudite est en train de sortir de l'orbite US, et c'est peut-être tant mieux pour eux, ils vont avoir plus d'autonomie, ils vont avoir plus de pouvoir, ils vont moins dépendre d'eux, parce que ce qu'on leur fait valoir, c'est essentiellement le danger des chiites, donc de l'Iran. Et je pense que si l'Arabie saoudite et la Chine peuvent avoir cette intelligence-là, non pas de s'entendre, mais de vivre en bon voisin, c'est de nature à améliorer substantiellement toute cette région-là névralgique, hein, parce que ce sont deux grands acteurs très très importants. L'Iran est coupé du monde, c'est l'un des pays les moins prospectés dans le monde. Il y a d'immenses... Les réserves de gaz en Iran sont très très proches de celles de la Russie. La Russie, c'est 35 000 milliards, l'Iran, c'est 32 000 milliards. Donc l'Iran, c'est un géant de demain. Et c'est clair que c'est un pays aussi avec une histoire comme la Chine, une histoire millénaire, donc une civilisation millénaire. Donc, à un moment donné, ils reviendront au devant de la scène. Partons de l'Arabie saoudite pour atterrir en Algérie. L'Algérie est un des acteurs du marché gazier. Il est au 9e rang des pays producteurs du gaz naturel. Il est aussi le 5e pays exportateur du gaz naturel liquéfié GNL. À long terme, l'Algérie pourra conquérir une place notable dans l'échiquier énergétique. Comment voyez-vous le positionnement du pays dans le domaine de l'énergie à moyen et à long terme? S'il vous plaît. Je vais parler essentiellement du gaz. Donc l'Algérie, elle produit autour de 100 milliards de mètres cubes de gaz annuellement. 50%, j'arrondis les chiffres, en fait, ce n'est pas 100, c'est 101, mais ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de grandeur. 50% de cette énergie est consommée localement, 50% est exportée. 2 tiers de l'exportation, c'est par gazoduc, on en a 3, et 1 tiers, c'est par méthanier. Notre pays, il a 8 bateaux méthaniers pour desservir essentiellement des pays européens, mais pas que, parce qu'on dessert aussi également d'autres contrées géographiques.
deux, trois phrases sur ces gazoducs. Le premier gazoduc, c'est Transmed. C'est celui qui passe via la Tunisie, qui passe vers l'Italie. C'est autour de 20 milliards de mètres cubes par année. 20 milliards de mètres cubes, juste pour vous situer, l'Algérie exporte autour de 35 milliards de mètres cubes par gazoduc et autour de 15-16 par GNL. Donc c'est sûr que c'est le plus gros, le plus gros. Il a été agrandi il y a une vingtaine d'années en arrière. Et là, j'ai entendu parler, dans les jours qui passent, qu'on va encore l'agrandir, ce gazoduc-là, parce que l'Italie a besoin de quantités supplémentaires et l'Algérie se dit prête à les fournir. Le deuxième gazoduc, c'est celui qu'on appelle Medgaz. C'est celui qui va directement vers l'Espagne en passant par Benissaf, donc il va vers Almeria. C'est entre 8 et 16 milliards de mètres cubes. Lui, il a été inauguré une quinzaine d'années en arrière, on va dire. Et le troisième, finalement, le controversé, celui qu'on appelle GME, pour Gazoduc Maghreb-Europe, c'est celui qui passe par le Maroc, le Gibraltar, et qui va sur l'Espagne. Lui, il est entré en service récemment. Récemment, tout est relatif, 1996. L'accord, c'est un accord de 25 ans. Donc l'accord a expiré le 31 octobre 2021. L'Algérie a décidé de ne pas reconduire cet accord-là. Nous avons deux terminaux méthaniers, donc Skikda et Arzieu, donc pour les 15 milliards de GNL exportés. Et ce qu'on ne sait peut-être pas suffisamment, c'est que l'Algérie, c'est une terre très peu prospectée. J'ose espérer qu'il y a encore beaucoup de réserves. Et la preuve, on l'a. Le plus grand gisement actuel en Algérie, c'est toujours Hassermal. Hassermal a été découvert en 1956. Il fournit encore le quart de tout le gaz algérien. Donc c'est clair que si on s'éloigne de cette région-là, on est capable de trouver probablement d'autres ressources de gaz et de pétrole aussi. Quand il y a eu le conflit qui a toujours lieu en Ukraine, moi, quelque chose qui m'a interpellé, et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est que les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2, ils ne fonctionnent pas, mais le gazoduc Druzhba fonctionne. Et les deux pays sont en guerre. Alors que l'Algérie a décidé de fermer le gazoduc qui passe par le Maroc, et on connaît la raison qu'on n'accepte pas, nous autres comme citoyens, parce que les gouvernements ne s'entendent pas, on insulte le futur. Je considère que c'est une faute stratégique impardonnable. Vous ne pouvez pas fermer un gazoduc parce que votre voisin, vous avez des difficultés conjoncturelles. Parce qu'à un moment donné, probablement, il va y avoir un autre Maghreb qui va se faire, le Maghreb des peuples. Nous avons tous ensemble vibré pour le Maroc avec ses exploits en Coupe du Monde. Je me sentais, moi, marocain pendant toutes ces rencontres-là. C'est dire à quel point nous sommes très, très proches comme peuple, mais comme gouvernants, c'est sûr que... je parlerai juste de notre gouvernement, je ne parlerai pas de celui du Maroc. On n'a pas le droit d'insulter l'avenir. Et moi, l'avenir, je le vois en bien plus grand que ça, dans le cadre d'une économie intégrée à l'échelle nord-africaine, pour aller ensuite vers d'autres marchés. On n'a pas le droit de se restreindre. Ça dépasse, ce genre de projet dépasse la politique, il dépasse de beaucoup. La pire chose qui arrive à beaucoup de projets, pour ne pas dire une bonne partie, c'est quand vous les politisez. Ouais. Parce que, ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit, on ne transporte par GNL que quand ce n'est pas possible de faire un gazoduc. On gagne tellement plus d'argent avec les gazoducs, même si ce sont des contrats à long terme, les deux parties s'arrangent pour que c'est du win-win. Et ça existe, ce genre de contrat où tout le monde est gagnant. Les uns en sécurité d'approvisionnement, les autres en cours qui sont peut-être figés quand on nous l'explique, mais qui dans les faits ne le sont pas parce qu'on ne veut pas pénaliser le vendeur quand les prix sont élevés
et on ne veut pas trop pénaliser l'acheteur quand les prix sont élevés, pardon, l'acheteur est trop bas quand c'est celui qui vend. Et j'espère qu'à un moment donné, l'intégration de ce Maghreb-là va se faire. On termine avec justement cette confrontation bipolaire entre le Maroc et l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour, depuis l'indépendance d'Algérie. À ce jour, il y a une polémique autour d'un gazoduc qui vient de gaz nigérien, qui passe par le Niger. L'Algérie souhaiterait qu'il passe par l'Algérie, enfin le pouvoir algérien souhaite qu'il passe par l'Algérie. Le Royaume souhaiterait aussi qu'il passe par le Maroc via l'Atlantique. 4000 km d'Algérie, 6000 km du Maroc. Dans le cadre de cette polémique qui est médiatisée, il y a un mémorandum qui a été signé le 28 juillet 2022 entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria. Un autre mémorandum aussi a été signé le 15 septembre à Rabat entre le Nigeria et le Maroc. Que pensez-vous de cet état de surenchère entre l'Algérie, le Maroc et l'Europe? Est-ce que cet ambitieux projet a des chances de voir le jour sur le territoire d'Algérie? Pourquoi pas? Moi, la solution, ça rejoint un peu mes propos de tout à l'heure. Si vous regardez géographiquement, le Nigeria est au-dessous du Niger qui est au-dessous de l'Algérie. Donc clairement, le meilleur chemin, c'est Hassim Saoud. Ça, c'est pour le projet algérien. Pourquoi ne pas tout de suite réorienter nos politiciens et donner aux économistes la possibilité de dire leur mot pour dire qu'il y a peut-être de la place pour les deux projets? Je m'explique. En ce moment, les astres sont alignés pour ceux qui vendent du gaz. L'Europe en particulier cherche du gaz désespérément. Donc, plus le contrat est gros, plus ça intéresserait l'Europe. Moi, comme ça, une fraction de seconde, je ferme les yeux, je dis, ben, je vais rêver d'un projet, appelez-le un projet ou deux projets, qui vont vers Hassim Saoud, et de là, deux routes. Une qui passe par le Maroc, on va réactiver Medgaz qu'on a fermé, et on va doubler les capacités en gaz. On va faire comme on fait les Russes, hein, Fort Sibéré 1, Fort Sibéré 2. Nous, on va l'appeler Medgaz 1, on lui ajoute un deuxième en parallèle, Medgaz 2. Et l'autre, toujours de Hassim Saoud, on va aller vers l'Italie en passant par la Tunisie. Et ce qui est intéressant peut-être pour que ceux qui nous écoutent comprennent pourquoi ce projet est très très grand, le Nigeria, pour l'instant, c'est un petit joueur. Ils produisent même pas la moitié du gaz algérien. Ils produisent moins de 50 milliards de mètres cubes de gaz annuellement, l'Algérie est à 100. Mais ils ont d'immenses réserves. Et leur pays est encore très peu prospecté. Donc il y a beaucoup de réserves. 1 et 2, il y a encore un immense potentiel à aller chercher. Même si on découvre du gaz supplémentaire en grande quantité en Algérie, moi, ce projet ou ces deux projets sont les bienvenus parce que comment dans le futur on pourrait tisser des liens de confiance, des liens de travail avec nos voisins tunisiens et marocains, pas juste tunisiens, ben, c'est avec des projets économiques. Il faut qu'il y ait de l'intérêt économique. Alors, on peut rêver d'un projet, ou appelez-le 2, qui arrive jusqu'à Hassim Saoud et ensuite deux routes, une qui passe par le Maroc et l'autre qui passe par la Tunisie. Et ce serait gagnant-gagnant pour tout le monde. Peut-être pas pour les gouvernants actuels, mais je pense pour l'Algérie, parce qu'on doit être capable de distinguer le pays du régime. Le régime actuel, il est ce qu'il est, mais l'intérêt du pays, il passe devant celui du régime. Le régime peut à un moment donné ne pas être représentatif des intérêts du pays.
une question. Est-ce qu'il y a une possibilité, une façon, une chance que le gazoduc soit réouvert? Est-ce qu'il y a, comment vous voyez en tant que spécialiste? Mais il n'y a pas de raison ce qu'il ne rouvre pas. Il n'y a pas de raison ce qu'il ne rouvre pas. En connaissant l'Algérie, si on reste dans les mêmes conditions, il ne va pas. Il ne va pas malheureusement parce que, encore une fois, on est un petit peu déconnecté de la réalité et on est déconnecté, on est dépourvu d'une vision de long terme. Aujourd'hui, on ne s'entend pas, on se chicane et fini, on rappelle les ambassadeurs, on ferme les ambassades. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne habituellement. Je vous rappelle que les années 90, quand le Maroc a décidé de fermer, d'exiger du visa des Algériens et rappel de l'ambassadeur pour des accusations fausses, hein, le fameux terrorisme, le gaz coulait à flot. Est-ce que ça veut dire que ceux qui nous gouvernaient les années 90 sont meilleurs que ceux qui sont actuellement au pouvoir? Moi, je sors un peu de mon domaine, c'est pour ça que je reviens rapidement au domaine de l'énergie pour dire, mais économiquement, hein, vous êtes bien placé pour le savoir, vous avez une ressource et un potentiel. Vous ne l'utilisez pas. Et un investissement à long terme. Ben oui. Qui doit être rentabilisé. Ben oui. Et puis, ce que les gens aussi peuvent savoir, c'est que l'Algérie a beaucoup plus à gagner. Si on regarde avec la Tunisie, par exemple, ça c'est des chiffres que je connais, la Tunisie prélève à peu près 6% du gaz que nous livrons à l'Italie pour ses besoins, donc elle ne les paye pas, c'est parce que le gazoduc, ça passe par son territoire. Je ne connais pas le montant que perçoit le Maroc pour le gazoduc qui la traverse, mais c'est clair que, je vous ai dit tout à l'heure, moi, on peut rêver d'un Medgaz 1 et 2, on peut rêver d'un autre gazoduc qui va tripler nos exportations vers l'Europe parce que le bas coût de l'énergie, ça fait partie du siècle passé. J'ai écrit un article sur ça. Le pétrole à $20, ça ne reviendra plus. On l'extrait à 40 hein, quand c'est en profondeur ou les sables bitumineux. Oui. Donc ils peuvent valoir 20 si vous l'extrayez à 40. Pour le gaz, c'est la même chose. Le gaz maintenant, en équivalent énergétique, j'ai regardé un peu une revue spécialisée qui a dit que quand il a atteint son pic, le gaz, cet automne, c'est l'équivalent en termes calorifiques de payer $210 le baril de pétrole. Et le baril de pétrole n'a jamais dépassé 150, on va dire. Ouais. Mais le gaz, en équivalent thermique, il a atteint $210, l'équivalent de $210. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, l'engouement pour le gaz, il va être là pour longtemps. Pour assez longtemps. Ouais. Pour assez longtemps. Moi, je vois... allez-y. Non, allez-y, au contraire. Oui. Moi, je vois la seule solution pour reprendre, pour remettre le gazoduc en opération, c'est vraiment l'Europe, l'Union européenne. Moi, je le vois comme ça. D'abord, c'est dans son intérêt. Il y a encore une bonne relation entre l'Algérie et l'Europe, ne serait-ce que pour aider un peu l'Europe dans leur situation. Oui. Normalement, c'est quelque chose normalement, ils doivent laisser de côté ces querelles politiques au nom de l'intérêt général et de l'amitié qui les lie. Et c'est une belle occasion aussi de renouer encore, de renforcer encore mieux la relation Algérie-Europe. Tout simplement, et je pense que c'est le travail de l'Europe. Pas juste de l'Europe, il faudrait que localement aussi, qu'on se rende compte que chacun est d'abord très alerte concernant ses intérêts spécifiques. L'Algérie va augmenter ses exportations de gaz vers l'Italie, mais l'Algérie a refusé d'augmenter vers l'Espagne. L'Espagne n'a pas besoin de nous,
beaucoup peut-être ne le savent pas, je l'ai dit tout à l'heure, l'Espagne, ils ont le plus grand réseau de terminaux méthaniers en Europe. Je pense qu'ils ont 6 ou 7 ports méthaniers. Donc, ce n'est pas en leur disant, bah, nous, on vous restreint que... Parce que il y a une donnée dans le domaine de l'économie, ça nous rattrape à chaque fois l'économie. On ne met jamais ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, on s'entend avec l'Italie. Si demain encore, on a l'Italie qui dit que le Sahara occidental est marocain, ce n'est pas exclu. Que fera l'Algérie? Elle va fermer le gazoduc aussi qui va... C'est cette vision-là que nos politiciens n'arrivent pas à avoir, que la solution au problème du Sahara occidental, il faut que ce soit une solution locale. Et même l'ONU ne sera pas en mesure de l'imposer. Il faut qu'ils aient cette intelligence-là de trouver une solution à ce problème qui envenime nos relations depuis très longtemps. C'est vrai qu'ici, entre nous, on est dans la théorie, dans la pratique, c'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué. Mais vous comprenez, le défi que vous perdez à l'avant, c'est celui que vous ne menez pas. Et ce défi-là, il n'a jamais été mené. Aller dans le sens de la solution, de part et d'autre, bien sûr. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier, mes invités, de nous avoir mis dans le berceau du gaz et de la guerre en Ukraine, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement sur un sujet d'une importance capitale. Et au revoir. Merci.